Grâce à Frédéric Lordon, j'avais compris combien ce krach était d'abord celui d'une idéologie dont nous autres traders avions été d'abord les hommes de main, puis finalement les tueurs à gages. Rois d'un univers sans frontières ni lois, enfermés dans nos tours d'ivoire mais connectés au reste du monde comme dans un jeu vidéo en ligne, nous étions prêts à tout pour mener une vie de rêve et maintenir à la hausse le prix de nos châteaux en Espagne. Mais les files d'attente des clients de la Northern Rock tentant de récupérer leurs économies me rappelèrent à la réalité. Et le jour où j'ai vu les traders de Lehman Brothers sortir de la banque en portant leurs petites affaires à bout de bras, quand j'ai vu toutes ces maisons à vendre, avec la certitude d'autant de familles jetées à la rue et de retraités ruinés, victimes des subprimes, quand j'ai croisé les visages d'ouvriers comme mon père, mon grand-père, trahis par des promesses non tenues, j'ai eu honte. J'ai eu peur. Cette fois, c'était un vrai Big Bang. Le chaos en version intégrale. Mais étions-nous pour autant en présence du fameux krach des krachs? Pour répondre à cette question, je décidai de rencontrer François Langlais, le rédacteur en chef de la Tribune. Lui aussi avait prédit la débâcle du système actuel dans son livre consacré à la crise des années 1930. Existe-t-il pour autant une véritable connexion entre le krach de 1929 et celui de 2008 ? On est dans une période aujourd'hui qui ressemble beaucoup à l'entre-deux-guerres. Et notamment les années 20 et nos années 90-2000 avaient des similitudes tout à fait étonnantes. Il y a aussi des différences, mais au fond, ce sont les similitudes qui posent question, parce que à 70 ans d'écart, c'est pas évident d'imaginer que les mêmes débats reviennent, que les mêmes problèmes surgissent, et qu'au fond, on se pose les mêmes questions. Ces similitudes, elles sont d'ordre financier. Il y a eu une période d'endettement mondial extraordinaire dans l'entre-deux-guerres, pendant les années 20, et puis on a retrouvé ces conditions, justement, dans les 15 dernières années. Il y a des similitudes aussi dans la poussée technologique. Évidemment, dans la période récente, je n'ai pas besoin d'expliciter beaucoup. La convergence de l'informatique et des télécommunications a profondément déstabilisé l'économie. Dans les années 20, c'était l'apparition de l'automobile, c'était la domestication de l'électricité, c'était l'arrivée de l'aéronautique aussi. Et puis, ça a été des périodes de mondialisation accélérée et de libéralisme quasiment sans frein. Ces progressions, elles étaient très fécondes sur le plan de la croissance. Il faut rappeler que les années 20 ont été une période de croissance tout à fait inouïe, exactement comme les années 90. Et ces progressions, au fond, elles s'interrompent toujours de la même façon, avec un krach. Alors, en 29, c'était justement le krach boursier d'octobre qui petit à petit a contaminé l'ensemble des économies développées de l'époque et même des économies tout court. Et à notre époque, ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'on a d'abord eu un krach en 2000 avec la bulle Internet, mais instruit par le précédent des années 30, on baisse massivement les taux et on repart pour un tour, ça ne pète qu'en 2007. Dans les années 1920, les entrepreneurs apparaissaient comme des modèles et sont bien plus puissants que les politiques. Au tournant des années 1980, les patrons deviennent même des gourous qui imposent leur vue, leur logique, leur stratégie, y compris aux politiques, contraints d'appliquer ce nouveau modèle de société mondialisée. On sollicite les patrons sur tous les sujets. Ils sont extrêmement influents. Et on en fait même, effectivement, les grands prêtres de la société parce qu'ils sont les grands prêtres de l'économie. Du coup, d'ailleurs, on les paye dans des proportions absolument hallucinantes. Je pense que les salaires que nous avons connus dans 6 mois, dans 1 an, sembleront complètement aberrants. Comme d'ailleurs, exactement comme dans les années 20, on a connu exactement la même chose. Mais on voit bien que là, le retournement s'opère et qu'on va probablement aller beaucoup trop loin. C'est-à-dire qu'on va critiquer les patrons, on va en faire les boucs émissaires de la crise et leur taper dessus en disant c'est de leur faute, ils se sont goinfrés, ils ont été inconséquents. C'est tout aussi absurde que de penser, comme on l'a pensé il y a 10 ans, que si les entreprises marchaient bien, c'était grâce à leur talent. En réalité, il y a quand même des périodes où tout le monde monte et puis des périodes où tout le monde baisse. Et effectivement, le politique en face, il est dans le rapport de force parfaitement symétrique. Pendant 15 ans, il a dit « je ne suis qu'un malheureux politique et au fond, il faut que l'économie se développe, c'est la meilleure garantie pour la prospérité universelle ». On est en train de passer
à l'opposé complet. Complet, c'est-à-dire que le politique est actionnaire des banques, puisqu'il les a sauvés de la faillite, il va être actionnaire des constructeurs automobiles, peut-être demain des épiceries ou je ne sais quoi, et il va réguler bien davantage. Regardez ce qui se passe sur les salaires des patrons. Différents pays européens ont passé des législations très contraignantes. Ça aurait été impensable il y a 18 mois, impensable. Dans les années 1930, pour lutter contre le chômage et la récession, les États sont intervenus massivement dans l'économie. Certains de manière positive, comme aux États-Unis, avec l'instauration du fameux New Deal du président Roosevelt, ou au contraire plus dramatiquement, comme en Allemagne, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Aujourd'hui aussi, les États multiplient les plans de sauvetage, puis de relance, mais en se surendettant au point que l'on peut se demander si le remède ne porte pas en lui-même son propre mal. Tous les États vont emprunter à des niveaux sans précédent, parce que ce sont les signatures les plus crédibles et les seules qui aujourd'hui peuvent inspirer confiance. Le problème, c'est que ça ne peut pas durer. Un État trop endetté n'a jamais remboursé sa dette, jamais dans l'histoire, c'est jamais arrivé. Soit il la répudie, soit il fait de l'inflation, et dans les deux cas, il tord le cou à ses créanciers, toujours. Les investisseurs l'oublient, mais ils vont s'en rendre compte quand on va atteindre des niveaux de dette incommensurables, comme c'est probablement le cas. Qu'est-ce qui va se passer dans ce moment-là ? De deux choses l'une, où les investisseurs privés, les acteurs privés auront entre-temps rétabli leur bilan et seront capables de reprendre l'initiative pour relancer la croissance. C'est très douteux. L'autre solution, c'est que à ce moment-là, les inquiétudes se multiplient et que les taux d'intérêt augmentent et que l'État ne puisse plus s'endetter. Et à ce moment-là, on retomberait là où nous en étions il y a 6 semaines, c'est-à-dire devant un risque de crise systémique. C'est tout à fait possible aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit le scénario le plus probable, mais c'est tout à fait possible. Et personnellement, je suis incapable d'affecter une probabilité à l'un ou à l'autre de ces scénarios. Donc tout ça, c'est certainement autour de nous, hein. Il faut être très attentif aux signaux, parce qu'ils sont là. Qui sont-ils exactement ? Bon, ça va nous occuper dans les prochaines années pour les identifier.